Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette seconde conférence de presse. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium M. Pascal Stroupler, le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, qui se tient à votre disposition, bien sûr, pour répondre aux questions après la présentation qui vous sera faite par M. le conseiller fédéral sur ce thème de la politique de santé et des priorités du Conseil fédéral. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le vice-chancelier, Monsieur le directeur d'Office, Mesdames, Messieurs. Le Conseil fédéral a approuvé ce matin la vue d'ensemble Santé 2020. Avec elle, nous souhaitons développer notre système de santé de manière ciblée, l'axer sur les défis auxquels nous allons être confrontés durant les prochaines années. Ce que nous souhaitons faire, c'est garantir la qualité de vie, renforcer l'égalité des chances, accroître la qualité des soins et créer une plus grande transparence. Comme vous le savez, notre système de santé est particulièrement complexe. Les acteurs sont très nombreux et les responsabilités sont très partagées. Avec Santé 2020, je souhaite désormais donner une ligne claire à l'ensemble du système, une ligne claire que je compte suivre à la tête du département ces prochaines années avec le Conseil fédéral, en constant dialogue évidemment avec les partenaires concernés dans chacun des domaines d'action. Et vous le savez, dans cette dynamique, les cantons sont particulièrement importants et les discussions au sein du dialogue national de politique de la santé que nous sommes en train de renforcer seront déterminantes. Comme nous l'avons fait, comme le Conseil fédéral l'a fait pour la prévoyance vieillesse, l'idée est ici de combiner les mesures des différents champs d'action, les unes avec les autres, en fixant des objectifs qui soient réalisables à court terme. Et nous avons choisi de procéder, donc il y a la stratégie 2020 qui est présentée aujourd'hui, Santé 2020, et sinon de procéder par étapes, de prendre le temps nécessaire pour trouver des solutions équilibrées qui permettent de réunir des majorités. Nous avons aujourd'hui en Suisse un excellent système de santé. Nous avons la garantie que si nous tombons malades, si nous avons un accident, on peut généralement être soigné rapidement et recevoir des soins de très bonne qualité. Et en général, la population est satisfaite des prestations qui est fournies pour les primes qui sont payées. Ces prestations qui sont fournies contribuent en grande partie à notre qualité et à notre espérance de vie qui sont toutes deux élevées. Et ces bons résultats expliquent aussi pourquoi le peuple suisse apprécie peu les grandes réformes du système de santé. Il n'est pas facile de trouver des majorités pour les réformes importantes dans le système de santé parce qu'il y a toujours la crainte de prendre un risque qui est lié à cette qualité, de prendre le risque que cette qualité diminue. Pourtant, nous savons aujourd'hui que certaines réformes sont nécessaires parce que nous sommes confrontés dans le domaine de la santé à des défis très importants. Le nombre de personnes âgées, par conséquent celui des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, ne va cesser d'augmenter au cours des prochaines années. C'est une simple conséquence de l'évolution démographique. Et donc le nombre de personnes qui auront recours au système de santé pendant une assez longue période va également augmenter. Ça engendre des coûts, vous le savez, non seulement pour le système de santé, mais aussi pour les autres branches des assurances sociales et pour l'ensemble de l'économie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nous avons un système de santé qui est fortement axé sur les soins d'urgence. Et à l'avenir, les structures doivent être aménagées pour répondre aux défis du futur, notamment, je pense notamment ici aux soins de longue durée. Un autre élément qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'une des faiblesses du système de santé actuel, c'est son manque de transparence et son manque de pilotage. Le manque de transparence en ce qui concerne les prestations fournies, leur coût, leur utilité, rend le pilotage de ce système difficile parce que les objectifs qui sont visés ne sont pas toujours évidents. Et dans ce cadre-là, le fait de fixer une stratégie, de définir clairement ce que nous souhaitons faire durant les prochaines années, permet aussi d'augmenter cette transparence quant aux buts politiques qui sont fixés dans le domaine de la santé. Et dans ce domaine-là, dans la question de transparence et de pilotage, la collaboration, la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons peuvent être encore améliorées.
J'ai mentionné les coûts de la santé. On sait qu'ils vont continuer à augmenter en raison de l'évolution démographique. Ça, c'est un fait qu'il faut prendre en compte. L'évolution démographique, les avancées médicales font que les coûts de la santé vont encore progresser. Et il y a en plus le fait que les soins passent de plus en plus du secteur hospitalier au secteur ambulatoire. Eh bien, cette évolution met une pression supplémentaire sur les primes. Vous savez, en soi qu'il soit possible de ne plus faire un séjour à l'hôpital pour un traitement, mais qu'on puisse le faire de manière ambulatoire, c'est réjouissant. C'est très favorable pour les patients. Mais les sources de financement ne sont pas les mêmes. Les séjours à l'hôpital sont financés un peu moins que la moitié par les primes, un peu plus que la moitié par les cantons. Donc d'un côté, vous avez un peu moins de la moitié par la prime par tête, un peu plus de la moitié par les impôts cantonaux, tandis que les soins ambulatoires sont financés entièrement par les primes. Et donc les conséquences, c'est que le transfert de l'hospitalier vers l'ambulatoire, qu'on constate depuis un certain nombre d'années, a aussi comme conséquence directe que les primes maladie augmentent en soi plus vite que les coûts de la santé. Ce qui est naturellement aussi une question qui doit nous interpeller pour l'avenir. Et je souhaite pouvoir aussi agir dans ce domaine, parce que nous savons que les primes maladie qui sont élevées représentent pour bon nombre d'assurés une charge financière qui est lourde. Au cours des dernières années, il y a eu de nombreuses réformes qui touchaient au système de santé qui ont échoué. Elles étaient focalisées sur l'un ou l'autre problème, sans qu'il y ait toujours de manière très précise la vue d'ensemble. Je ne suis pas en train de vous dire que cette vue d'ensemble va suffire, parce qu'évidemment, même avec la vue d'ensemble, quand vous faites une proposition dans le domaine de la santé, il est bien possible que les craintes d'une diminution de la qualité conduisent à ne pas accepter un projet qui modifierait l'existant. Mais en même temps, pour réussir à faire ces transformations, et elles seront nécessaires à l'avenir, je vous l'ai expliqué, nous avons besoin d'une stratégie globale qui bénéficie d'une large assise politique. Avec la stratégie de la santé 2020, nous intervenons sciemment, de manière consciente, dans tous les domaines, dans tous les secteurs du système de la santé. Le bien-être de la population est évidemment au cœur, au centre de ces réflexions. Le développement du système de santé doit se faire autour des besoins des gens, mais ces besoins sont différenciés, ne sont pas identiques pour tout le monde, pour toutes les catégories de la population, et les mesures doivent donc être axées sur les différentes phases de la vie, adaptées aux besoins des différents groupes de population. Die Gesundheit 2020 setzt in 4 Handlungsfeldern an. Wir wollen zuerst die Lebensqualität garantieren. Viele Krankheiten können vermieden werden und damit das Leid der Betroffenen. Es braucht wirksame Maßnahmen in der Vorbeugung, in der Früherkennung und in der Langzeitversorgung. Außerdem sollen die Betroffenen lernen, gewisse Krankheiten zusammen mit Fachpersonen selber zu managen. Dafür werden wir ihre Selbstkompetenzen stärken. Lebensqualität garantieren, aber auch müssen wir die Chancengleichheit stärken. Wir wollen allen Bevölkerungsgruppen ein gesundes Leben und eine hohe Lebenserwartung ermöglichen. Zudem müssen wir die Finanzierungsgerechtigkeit stärken und den Zugang verbessern. Zudem wollen wir die Qualität des Gesundheitssystems weiter erhöhen. Für die Bevölkerung ist eine hohe Qualität der Versorgung zentral. Das wirkt sich auch positiv auf die Kostenentwicklung aus, weil dadurch unnötige Leistungen wegfallen und unerwünschte Komplikationen nach Behandlungen vermieden werden können. Und 4. Punkt, wir wollen mehr Transparenz schaffen. Das Gesundheitssystem soll einfacher und besser steuerbar werden. Dafür wollen wir die Daten über die erbrachten Leistungen im Gesundheitswesen verbessern und vermehrt auch aus Erfahrungen aus dem Ausland lernen. Zentral ist, dass wir die Effizienzreserven ausschöpfen. Experten schätzen dieses Potenzial auf etwa 20% der heutigen Ausgaben. Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit insgesamt 36 Maßnahmen definiert. Diese wollen wir in den nächsten
Jahren realisieren. Wie Sie schon gesehen haben, einige dieser Maßnahmen sind erst in Planung und müssen noch im Detail erarbeitet werden. Andere können in Projekte integriert werden, die bereits am Laufen sind. Dadurch ergeben sich durchaus gewollte Überschneidungen mit der Legislaturplanung 2011 bis 2015. Wir können und wir wollen nicht alle Maßnahmen gleichzeitig umsetzen. Wir gehen schrittweise vor. So können wir laufend aus den bereits gemachten Erfahrungen lernen. Je suis accompagné cet après-midi de Pascal Struppler, qui est directeur de l'OFSP. Il pourra aussi répondre à vos questions tout à l'heure sur les mesures, si vous souhaitez approfondir ces questions. Enfin, parmi les mesures les plus importantes, je peux vous dire que nous souhaitons améliorer le pilotage, je l'ai déjà mentionné, dans le système de santé. Ça signifie mettre rapidement en place des nouveaux mécanismes dans le domaine des soins ambulatoires hospitaliers. Et c'est un objectif qui est prioritaire, qui doit permettre aux cantons d'établir leur planification, d'éviter une pléthore ou une pénurie d'offres. Et il faut aussi pour ça, évidemment, développer encore la collaboration entre la Confédération et les cantons et définir plus précisément leurs tâches respectives en utilisant la marge de manœuvre que nous avons pour le faire. Deuxième point qui est important, c'est la gestion électronique des données concernant les patients. Vous savez qu'arrive bientôt une loi qui promeut cette gestion électronique des données concernant les patients pour accroître la sécurité des patients, aussi pour accroître l'efficacité de la prise en charge, éviter les doublons. Enfin, vous connaissez les avantages qui sont liés à une meilleure gestion des données et du suivi pour les patients. Et on peut pour ça utiliser les moyens électroniques. Nous souhaitons également éliminer les barrières qui limitent l'accès aux offres sanitaires de tous les assurés. Pour cela, il faut évidemment limiter les incitations à sélectionner les risques chez les assureurs, tenir compte évidemment aussi de la situation économique des assurés pour la participation aux coûts de santé occasionnés pour les adultes et exonérer les familles à bas revenus des primes pour les enfants. Je peux encore vous parler des soins intégrés qui sont à développer, du diagnostic précoce aux soins palliatifs et de mettre en place les structures qui permettent de manière adéquate de remplir cet objectif. Voilà, en conclusion, nous souhaitons, avec ce document, vous avez vu qu'il y a aussi des mesures plus précises, je ne veux pas toutes les détailler maintenant, mais on peut y revenir après si vous le souhaitez. Nous souhaitons une amélioration globale et pérenne du système de santé. Il s'agit, avec cet objectif, de définir le cadre de discussion pour les prochaines années. Et nous avons prévu de présenter un rapport au Conseil fédéral, un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre de nos projets au début 2014. Et nous souhaitons aussi régulièrement informer sur la réalisation des mesures, des projets dans le cadre de la stratégie 2020. Voilà ce que je souhaitais vous communiquer. Je suis naturellement à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Merci, Monsieur le Conseil fédéral. Donc, je prends volontiers vos questions. Monsieur Rebetté. Il y a beaucoup de choses dans ce rapport. Alors, je ne sais pas très bien quels sont les éléments importants. Vous en avez cité, mais il y a des choses que vous annoncez dans ce rapport qui concernent le financement. Et notamment, je crois que c'est le point 2, je ne sais plus, je me perds un peu dans développer la solidarité entre les personnes aisées et les personnes les plus pauvres. Alors, comment est-ce que vous allez y parvenir ? Dans les mesures qui sont données, vous parlez d'une participation au coût selon les performances économiques. Je n'ai pas du tout compris ce que c'est. Puis, naturellement, l'exonération des enfants dans les ménages les plus pauvres ou les classes moyennes. Alors, quand est-ce que ça devrait venir ? Et puis, l'autre question, c'est ce développement que vous faites sur la part entre ce qu'assument les assurés et ce qu'assument les contribuables. Alors là, on a l'impression de sentir le socialiste pointé derrière le conseiller fédéral. Est-ce que ça annonce une
une politique nouvelle? Est-ce que vous souhaitez ou est-ce que le Conseil fédéral souhaite corriger cette part, parce qu'on comprend bien que l'assuré, finalement, c'est par tête, tandis que le contribuable, c'est un financement où les plus riches payent plus que les autres? Merci pour les deux questions. Je commence. Bon, la première, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on fait pour tenir compte précisément des capacités financières des gens pour participer au coût dans le système de santé. Là, il y a trois réponses. La première, trois éléments, évidemment, trois éléments de réponse. La première chose, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec le système des franchises, on a une participation au coût qui va varier assez fortement en fonction des cas. Et nous souhaitons absolument, dans les prochaines années, pouvoir aussi regarder quels sont les effets de ces franchises, de la participation au coût, et de pouvoir aussi mener la discussion sur cet angle-là. Le deuxième élément, ça concerne les réductions de primes. Vous savez que la Confédération et les cantons investissent beaucoup d'argent dans les réductions de primes, qui, dans le fond, aboutissent à avoir une certaine prise en compte de la capacité financière des payeurs de primes au moment de les payer, puisque ces réductions de primes dépendent effectivement de cette capacité financière et du revenu. La Confédération verse actuellement 2 milliards par année aux cantons pour ça. Les cantons mettent aussi des montants très importants. Ce sont des montants considérables qui sont utilisés de manière à précisément amortir les difficultés en matière de financement des primes. Le troisième élément, vous l'avez mentionné vous-même, je l'ai aussi indiqué dans mon intervention, c'est la discussion sur les primes pour les enfants et des conditions qui permettraient de conduire à une exonération des primes pour les enfants. Pour la deuxième question, j'ai mentionné la différence de financement entre le domaine hospitalier et le domaine ambulatoire et ambulatoire hospitalier, en disant que dans le domaine hospitalier, vous avez un financement, en principe, on n'est pas encore partout à ça, mais en principe, c'est 55% par les cantons et 45% par les primes. Ça, c'est la référence. Et puis, dans l'ambulatoire hospitalier et l'ambulatoire, c'est 100% par les primes. Ce n'est pas les mêmes conséquences de financement. Et le problème, c'est qu'avec le transfert de l'hospitalier vers l'ambulatoire, c'est l'évolution de la technique, c'est le fait qu'on peut régler ou faire des opérations maintenant de manière beaucoup plus simple en ambulatoire et plus forcément de faire un séjour à l'hôpital. Eh bien, cette évolution technique et ce transfert, en soi réjouissant pour les patients, a des conséquences sur qui finance quoi. Et c'est ce qui explique que, depuis maintenant, en tout cas si on regarde les 10 dernières années, c'est le cas, que les primes maladie augmentent plus vite que les coûts de la santé. Les gens se demandent toujours, mais pourquoi est-ce que les primes maladie augmentent plus vite que les coûts de la santé? Ben parce qu'il y a un transfert de l'hospitalier vers l'ambulatoire. Alors, l'idée du Conseil fédéral, ce n'est pas de changer cette répartition des coûts entre les cantons et les primes. Ou autrement dit, comme vous l'avez formulé, entre les contribuables, entre les citoyens contribuables et les citoyens payeurs de primes, si on peut le formuler comme ça. Ce n'est pas de changer cette répartition-là, c'est d'essayer de la stabiliser. Et c'est donc de mener la discussion aussi largement que possible avec tous les acteurs concernés sur les modes de financement, de la santé, mais ça n'est pas de transférer du financement supplémentaire vers les cantons. Juste alors, parce que dans la première partie de votre question... Vous avez peut-être le point précis, si vous voulez que je réponde aussi précisément. Vous avez sûrement le point précis auquel vous faites référence dans le document. Non, mais vous avez donné 3 points sur la première partie de ma question. Je peux vous donner le point précis, mais vous avez parlé de jouer sur les franchises ou la participation au coût. Est-ce que ça veut dire concrètement que pour les bas revenus ou une certaine partie des assurés, vous supprimeriez cette participation au coût? Non, ce que je vous ai dit, c'est que nous avons aujourd'hui un système. Vous savez, un des éléments, c'est aussi de simplifier le système des primes. Ça fait aussi partie de cela. Vous avez vu que nous avons aujourd'hui, chaque automne, 287 000 primes. 287 000 primes. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Qui sont approuvées par l'OFSP. Si on prend tous les modèles différents qui existent, les cantons, le nombre d'assurances, les différents types de franchises, si on prend tout ça, c'est 287 000 catégories de primes qui sont adoptées chaque année. Alors, dans certaines catégories, il y a beaucoup de monde,
Je pense qu'il y a même dans ces 287 000, je ne suis pas allé voir, mais je pense qu'il y a même dans ces 287 000 catégories de primes, certaines où il n'y a peut-être personne. Il n'y a personne qui, dans tel canton, dans telle assurance, aura pris tel modèle avec telle franchise. Mais enfin, ce système est très compliqué. Et nous souhaitons discuter d'une simplification de ce système. Et une des discussions qu'il faudra mener dans ce cadre-là, c'est la discussion sur les franchises. Mais on ne peut pas supprimer les franchises sans que ça ait des conséquences sur les primes. C'est clair. Nous avons aujourd'hui une participation à la santé par le montant jusqu'à la franchise qui est assez important. Et il faut naturellement en tenir compte dans toutes ces réflexions. L'idée là, c'est d'avoir un système de santé qui soit finançable, stable, et qui permette à chacun, chacune, de trouver sa place. Parce que vous savez, si vous regardez l'évolution des primes sur les 10 dernières années, c'est une évolution quand même assez importante. Prenez une famille, un couple avec 2 enfants ou 3 enfants, en 10, 12 années, dans certains cas, ça peut être un doublement des primes. D'autres questions? Monsieur Grosjean? Je reviens là, j'ai pas tout à fait compris ce que vous avez expliqué concernant le transfert, transfert de l'hospitalier vers l'ambulatoire. Donc vous avez constaté ce mouvement-là, et en même temps vous dites que le Conseil fédéral ne veut pas changer la répartition. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait pour alléger les coûts de l'ambulatoire, donc alléger les primes? C'est ça que j'ai pas compris. Il y a plusieurs choses dans votre question. Alléger les coûts de l'ambulatoire ou limiter l'évolution des coûts dans l'ambulatoire, ça c'est plutôt lié à la question, le Conseil fédéral s'est déjà exprimé là-dessus, la réintroduction du moratoire pour pouvoir garantir qu'il y a une offre de prestations possibles dans toutes les régions et dans toutes les spécialités qui soit adéquate et qu'il n'y en ait pas trop ni trop peu. Donc laissons ça de côté, c'est encore une autre question. Ce que nous souhaitons faire, c'est envisager, c'est de mener une discussion avec les cantons, avec tous les partenaires concernés, pour stabiliser l'évolution des parts de financement des cantons, des primes et toutes les autres parts de financement. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça différemment? Vous avez aujourd'hui, non, c'est en fait assez simple, vous avez aujourd'hui un transfert de l'hospitalier vers l'ambulatoire. Vous avez de ce fait un transfert d'un mode de financement à un autre. Il y a un mode de financement qui est moins sollicité, moins rapidement que l'autre. Celui qui est sollicité le plus rapidement, c'est celui des primes. Et celui qui est moins rapidement, c'est celui qui concerne notamment le domaine hospitalier. Ce qu'on peut faire, c'est élargir la base de financement, envisager un élargissement de la base de financement, avec une clé de répartition qui correspondrait aux coûts qui sont financés aujourd'hui par les cantons et qui sont financés aujourd'hui par les primes, de manière à essayer de limiter cette évolution qui est quand même un peu problématique, dans laquelle vous avez des primes, maladies, qui depuis longtemps évoluent plus vite que les coûts de la santé, ce qui est quand même un peu difficile à expliquer. Si j'ai bien compris, la part de 55% qui sont payés par les cantons, vous aimeriez qu'une de cette partie-là, de l'argent qui est utilisé pour ça, glisse un peu sur l'ambulatoire et serve à payer l'ambulatoire. C'est bien ça que je comprends. Là, vous êtes déjà très précis. Mais une des pistes possibles, on n'est pas encore avancé dans ces questions-là. Nous souhaitons envisager cette discussion. Là, vous me demandez déjà la conclusion de la discussion avant qu'elle ait pu avoir lieu. Mais une des pistes qui pourrait être envisagée, c'est précisément de rediscuter des pourcentages, mais sur une base de financement plus large. Monsieur Alonso? Oui, Monsieur le Conseil fédéral, moi aussi j'essaie de surnager dans toutes ces informations. Il y en a une relativement précise quand vous dites point 5, l'impact de la santé 2020, que les spécialistes estiment que les prestations actuelles pourraient être réduites de 20% sans perte de qualité des soins. Est-ce que ce chiffre est nouveau, ce 20%, ce qui me paraît énorme? Et puis, si oui, où vont ces 20% à l'heure actuelle? Nous avons actuellement un système, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui n'est pas toujours aussi transparent qu'il pourrait ou qu'il devrait l'être, qui n'est pas toujours aussi simple à piloter qu'il pourrait ou qu'il devrait l'être, et dans laquelle la répartition des compétences n'est pas toujours aussi claire qu'elle pourrait ou qu'elle devrait l'être. Nous avons aujourd'hui un système de santé qui, de tête, génère des dépenses globales qui correspondent à 11,4% du PIB. Est-ce que ce chiffre est... Là, je regarde. Je crois que c'est 11,4, mais là, je vous lis de tête.
Et en parlant de potentiel d'efficience, de gain d'efficience de 20%, alors ce chiffre, on peut toujours en discuter. Ce que nous souhaitons dire par là, c'est qu'il y a un potentiel pour gagner en efficience. Il y a un potentiel pour éviter peut-être des doublons. Il y a un potentiel pour mieux planifier l'offre de soins sans perdre de qualité. Et c'est cette discussion que nous souhaitons mener. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va réussir à passer de 11% à 8% ou à 8,5% du PIB en 8 ans. Mais nous devons être conscients qu'un des grands potentiels dans le système de santé, c'est les gains d'efficience. Et c'est ça que nous souhaitons faire. Et c'est la raison pour laquelle il faut améliorer la transparence, améliorer le pilotage de ce système parce qu'il est quand même très fragmenté, et puis quand même donner un certain pilotage possible. Là, aujourd'hui, il n'en existe plus. Permettez-moi une petite parenthèse sur l'ambulatoire et l'ambulatoire hospitalier. Depuis le 1er janvier 2012, il n'y a plus de possibilité politiquement de piloter ou de définir une certaine planification, une certaine organisation de l'installation de médecins dans le domaine ambulatoire et ambulatoire hospitalier qui, tous deux, représentent 38% des coûts de l'assurance obligatoire des soins. 27 milliards de francs par année environ pour l'assurance obligatoire des soins, et sur 38% de ces 27 milliards, 38% de ces 27 milliards, ça fait quand même au total une dizaine de milliards de francs par année, 10 milliards. Là, eh bien, le pilotage, dans le fond, il n'y a pas de possibilité ni pour les cantons, ni pour la Confédération d'essayer d'avoir une certaine régulation. Oui, monsieur Alonso, une deuxième Peut-être juste là, je vous remercie de votre réponse précise, mais encore plus précisément, peut-être juste sur ce 20% qui est écrit noir sur blanc là, est-ce que c'est un chiffre qui est nouveau? Je suis trop clair peut-être sur cette question. Non, ça sort d'études, évidemment. Alors. Donc, je peux pas vous donner le nom de l'étude, mais on peut vous la livrer. C'est un chiffre qui, selon certains auteurs, est encore pas assez haut, mais nous avons choisi une moyenne et nous sommes, à notre avis, pas loin de la vérité. N'oublions pas ces doublons que monsieur le Conseil fédéral Berset a mentionné. Le doublon, vous avez un patient qui va chez le docteur, qui subit des analyses, qui après doit aller à l'hôpital où il subit les mêmes analyses. Des exemples simples comme ça, des manques de passage d'informations. Nous n'avons pas de ce qu'on appelle en allemand le elektronisches Patientendossier qui permettrait d'éviter ces doublons. Donc, si vous cumulez ça plus les manques en qualité au sein d'un hôpital, dans les soins de longue durée, le manque de coordination pour l'instant, tous ces additions vous donnent assez facilement ces 20%. Monsieur Mayer. Ja, ich muss leider noch einmal eine Nachfrage stellen. Ich habe das nicht ganz verstanden bei den Franchisen und der Selbstbeteiligung. Ich habe verstanden, dass Sie das System entrümpeln wollen, weniger Variationen, einfacher gestalten, aber dann ist noch dieser Aspekt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, das Sie im Bericht erwähnen. Heißt das, dass Sie zum Beispiel auch einkommensabhängige Selbstbeteiligungen planen oder Franchisen auch nach Einkommen, Leistungsfähigkeit differenzieren möchten? Das habe ich nicht verstanden. Il n'y a pas dans le projet du Conseil fédéral, et c'est un point qui est important, et que je veux mentionner de manière explicite, il n'y a pas dans le projet du Conseil fédéral de lien, par exemple, entre le financement du système de santé, les primes et le revenu. Ce lien n'existe pas. Il n'est pas dans le projet. Par contre, il y a, de manière très pragmatique, la prise en compte d'une réalité économique que je vous ai déjà expliqué. Enfin, j'ai répondu tout à l'heure à la question en disant que les réductions de primes, 4 milliards de francs par année, 4 milliards de francs par année, ou un peu plus même, je crois, 2 milliards de la Confédération et puis à peu près 2 ou un peu plus de la part des cantons, plus de 4 milliards de francs par année dans les réductions de primes, c'est quand même évidemment une correction de la prime par tête, là où pour des raisons économiques, pour des raisons de capacité financière, c'est justifié. Voilà un exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi, mais nous souhaitons que ce système puisse être fait de manière peut-être plus transparente, plus claire. Nous avons aujourd'hui
des réglementations qui varient selon les cantons. Évidemment, les cantons financent aussi une part importante. C'est un sujet dont on va pouvoir discuter. L'autre élément, et je reviens sur le système de primes qui aujourd'hui est très compliqué, c'est clair qu'il y a dans la population en général pas mal de gens qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une franchise à 2 500 francs. Parce que si vous avez une famille avec 4 personnes et puis que, par malheur, la même année, il y a 2 personnes qui ont besoin de prestations importantes du système de santé et que tout à coup, à côté des primes, il faut sortir 5 000 francs en cash, plus ensuite la participation de manière directe, simplement pas possible. Et donc, l'accès aux franchises, naturellement, la capacité économique a des conséquences sur le choix des franchises. Et nous devons être conscients de cela au moment d'élaborer le système. Après, il y a ces 287 000 primes, ça j'en ai parlé. Un des points importants sur lequel je souhaite que nous puissions travailler, c'est la simplification de ce système. La simplification. Vous imaginez bien, je le redis une fois, parce que c'est assez important, 287 000 primes, c'est quand même difficile pour un office fédéral, avec les personnes qui s'occupent de ce dossier-là, ils ne font pas tous que ça à l'OFSP, hein. C'est difficile d'avoir la vérification des montants qui sont fixés pour 287 000 catégories de primes. Ça montre un peu les limites du système. Et donc, nous souhaitons le simplifier, ce qui naturellement joue aussi un rôle. Oui, Monsieur Gaffafer. Herr Bundesrat, wollen Sie denn noch mehr Geld ausgeben für Prämienverbilligungen, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Non, ce que nous souhaitons faire, c'est, dans ce cadre-là, garantir que nous avons un système de santé qui soit supportable financièrement pour les gens. Et j'ai dit tout à l'heure que les primes évoluent de manière importante. Et il y a des correctifs. Un des correctifs, c'est les réductions de primes sur lesquelles nous allons devoir aussi discuter et travailler avec les cantons dans les prochaines années. Monsieur Feusi. Zurück zum Thema Effizienz. Sie haben jetzt nie von Anreizen gesprochen, dass jemand, der Leistungen effizienter bringt, belohnt wird und wenn er es nicht tut, bestraft wird, wie es überall sonst in der Wirtschaft eigentlich der Fall ist. Wieso spielen Anreize keine Rolle und nur Transparenz und Steuerung? Wir legen den Schwergewicht auf die Selbstverantwortung der Leistungserbringer. Und im Bereich der Qualität haben wir noch kein Gesetz. Der Bundesrat wird eine solche Vorlage im Verlauf des Jahres in Vernehmlassung schicken. Wir haben aber gesehen, dass mit nationalen Programmen, beispielsweise Medikationssicherheit oder höhere Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen, ein hohes Einsparungspotenzial da ist, ohne in ein Modell greifen zu müssen, wo Sie Sanktionen haben und wo Sie sofort eine riesige Verwaltung veranstalten mit einem Resultat, das Sie auf andere Weise erhalten können. Und wir starten dieses Jahr zusammen mit der Stiftung für Patientensicherheit ein solches nationales Qualitätsprogramm. D'autres questions? Nous avons épuisé les questions, donc nous allons conclure ici. Je vous remercie, vous souhaite une excellente après-midi à toutes et à tous.